Les 2 épouses précédentes de mon mari adorent leurs propres enfants, donc je n'avais pas vraiment de compensation à faire. Je n'avais pas grand... Je me suis tue pendant 15 ans. Une seule phrase. Une phrase courte, presque murmurée. Pourtant, elle a traversé la pièce comme un coup de tonnerre, brisant d'un seul geste l'image lisse d'une femme que l'on croyait indéchiffrable. Ce jour-là, dans une salle d'interview où la lumière semblait flotter comme un voile, Carla Bruni a enfin laissé tomber le masque. Pas un masque de mensonge, non, un masque de survie. La journaliste n'avait posé qu'une question simple, banale presque. Mais Carla, elle, savait que derrière cette banalité se cachait une ouverture, une brèche, 15 ans de silence retenu, de mots avalés, de gestes maîtrisés, pouvaient enfin s'en échapper. On dit souvent que le silence protège, mais ce que Carla a révélé ce jour-là, c'est que le silence parfois emprisonne, et qu'il peut coûter bien plus qu'on ne l'imagine. Elle a relevé les yeux. Son regard n'était ni triste ni accusateur. Il était clair, comme si elle venait de remettre chaque pièce d'un puzzle à sa place. Je me suis tue parce que je pensais que c'était la seule manière de tenir. Un frisson a traversé l'équipe technique. La journaliste n'a pas osé bouger, tout le monde comprenait que quelque chose dans ce moment suspendu dépassait la simple confession médiatique. Ce n'était pas l'histoire d'une célébrité, c'était l'histoire d'une femme. Carla Bruni, l'icône de l'élégance, la première dame au sourire impénétrable, la chanteuse à la voix de velours, avouait soudainement qu'elle avait disparu de sa propre vie. Une disparition douce, lente, presque invisible. Une disparition qui n'avait rien d'un drame spectaculaire, mais tout d'un effacement intime. Et cette idée, simple et brutale, a touché les femmes de France comme une onde de choc. Car derrière sa phrase, il y avait une question que personne n'osait formuler. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à sacrifier sa voix, même quand tout le monde la croit forte ? Ce n'était pas la confession d'une victime. C'était la confession d'une femme qui avait aimé, supporté, accepté, trop longtemps. Son ton n'avait rien d'accusateur. Aucune haine, aucune rancœur. Juste une lucidité glaçante, presque désarmante. Elle n'a pas parlé de Nicolas Sarkozy comme d'un bourreau, elle a parlé de lui comme d'un homme, d'un univers, d'un rythme dans lequel elle avait cru pouvoir s'inscrire, avant de réaliser qu'elle y perdait peu à peu son propre souffle. À ce moment-là, les téléspectateurs, peut-être comme vous aujourd'hui, ont ressenti une étrange impression. L'impression de découvrir un chapitre de l'histoire nationale qui n'avait jamais été raconté. Le revers intime de la lumière politique. La chair sous la carapace. Car si Carla avait décidé de parler, ce n'était pas pour régler des comptes, c'était pour se relever, pour reprendre ce qu'elle avait laissé quelque part entre les couloirs de l'Élysée, les dîners d'État, les flashs aveuglants et les silences obligés. Dans sa voix, il y avait de la peur. Oui, mais aussi une forme de renaissance. Comme si chaque mot prononcé ouvrait une porte longtemps verrouillée. Et les Français, surtout ceux de sa génération, l'ont immédiatement compris. Cette femme, qu'on avait tant jugée sur son allure, venait enfin de montrer son âme. Mais pour comprendre la portée de sa confession, il faut remonter bien avant, à une époque où Carla Bruni n'était pas encore la femme du président, avant les regards scrutateurs, avant les obligations, avant les protocoles. Avant que son nom ne se mêle définitivement à celui d'un président, avant les photos officielles, avant les analyses de politique, il y avait une femme dont le public ne voyait que l'élégance, mais presque jamais les failles. Carla Bruni a longtemps été ce mystère vivant, une beauté calme, un sourire discret, une silhouette que les caméras adoraient, mais que personne au fond ne comprenait vraiment. Elle est née dans un monde qui semblait écrit pour elle. L'art, la musique, l'intelligence, les voyages, une famille brillante, des études soignées, un environnement où la culture n'était pas un luxe, mais une respiration. Pourtant, même dans ce cadre privilégié, Carla grandissait avec cette étrange distance, comme si elle observait la vie à travers une vitre, douce mais infranchissable. Les journalistes disaient beau d'elle, elle a l'air si sûre d'elle. Ils se trompaient. Carla n'a jamais été sûre d'elle. Elle a seulement appris très tôt à ne rien montrer. Quand elle débute dans le mannequinat, tout le monde croit voir une jeune femme parfaitement à l'aise dans son corps, dans le glamour, dans cette existence rythmée par les podiums et les photos. Mais ses proches racontent une autre vérité.
Carla préférerait toujours un coin calme, un carnet de notes, une guitare posée sur ses genoux. Le monde la regardait. Elle regardait ailleurs. Puis vient la musique. Et soudain, c'est comme si une partie longtemps étouffée d'elle-même trouvait enfin une brèche pour respirer. Sa voix grave, presque murmurée, ne ressemblait pas du tout à son image médiatique. Ce n'était pas une voix pour séduire. C'était une voix pour confesser. Une voix qui disait « Je suis là, mais pas comme vous le croyez ». Ces chansons avaient cette manière subtile de toucher ceux qui les écoutaient, non pas par virtuosité, mais par vérité. Une vérité tranquille, fragile, presque cachée. Les femmes de sa génération y trouvaient souvent une forme d'apaisement. Les hommes y voyaient un mystère agréable. Et Carla, elle, avançait avec une douceur quasi invisible, comme si elle craignait de déranger le monde. On pourrait croire qu'une femme avec une telle image avait tout pour être heureuse. Mais la réalité est toujours plus nuancée. Carla a souvent côtoyé la solitude, même au milieu de salles bondées. Elle disait peu de choses, observait beaucoup et se protégeait derrière une retenue qui faisait croire à une maîtrise absolue. Sa vie semblait stable, presque immuable, mais une vie trop immobile finit parfois par chercher un mouvement. Et ce mouvement, ce bouleversement qu'elle n'attendait pas, allait venir sous une forme inattendue. Une rencontre dans un salon feutré, avec un homme dont l'énergie contredisait tout ce qu'elle était. Nicolas Sarkozy. Un nom qu'elle connaissait vaguement, comme tout le monde, mais un homme dont elle ne pouvait pas encore imaginer l'impact sur sa destinée. À ce moment de sa vie, Carla ne cherchait rien, ni amour flamboyant, ni aventure politique. Elle était simplement dans cette période où l'on respire entre deux chapitres, sans deviner que le suivant pourrait être le plus déroutant. Elle était une femme libre, mais une femme libre qui ne savait pas encore que cette liberté allait être mise à l'épreuve. Ce que la France ignorait alors, c'est que derrière le calme apparent de Carla Bruni se trouvait un cœur sensible, un esprit lucide et une fragilité soigneusement dissimulée. Une fragilité qui deviendrait le point central du bouleversement à venir. Car pour comprendre comment une femme peut perdre sa voix, il faut d'abord comprendre quelle voix elle avait. On raconte souvent que les grandes histoires d'amour commencent sous les projecteurs, dans un éclat, dans une évidence. Celle de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, elle, est née dans un murmure. Une rencontre presque banale, presque fragile, et pourtant dès la première seconde, quelque chose s'est déplacé dans l'air. Un choc silencieux, une tension douce, mais indéniable. C'était une soirée comme beaucoup d'autres dans certains cercles, des conversations polies, des sourires automatiques, des verres qui s'entrechoquent, des regards qui glissent sans s'attarder. Carla arrive avec sa démarche tranquille, ce mélange de délicatesse et de distance qui attire sans effort. Elle ne cherche pas à briller, et c'est précisément ce qui la rend lumineuse. De l'autre côté de la salle, Nicolas Sarkozy avance d'un pas rapide, déterminé. Son énergie perce la pièce. Il observe, il jauge, il occupe l'espace sans même y penser. Deux univers, deux vitesses, deux mondes. Et quand leurs regards se croisent, la pièce semble soudain se resserrer. Il la salue, d'une voix posée mais précise, comme un homme qui a déjà choisi ce qu'il veut dire avant même d'ouvrir la bouche. Elle répond doucement, avec cette lenteur réfléchie, presque méditative, qui contraste immédiatement avec son rythme nerveux. Ce premier échange n'a rien d'extraordinaire. Et pourtant aucun des deux ne s'en détache. Le silence qui s'installe entre eux n'est pas gênant. C'est un silence d'observation, un silence rare, celui qui précède les rencontres qui comptent. Sarkozy la regarde avec une attention presque trop contenue, une façon de mesurer l'autre, de vouloir comprendre avant d'avancer. Carla le regarde autrement. Elle ne cherche pas à séduire, elle cherche à sentir. Et ce qu'elle sent, sans encore pouvoir l'expliquer, c'est une forme d'impact, comme si cet homme qu'elle n'attendait pas venait d'ouvrir une brèche dans sa tranquillité. Il parle peu, quelques phrases simples, banales même, mais leur rythme s'accorde étrangement. Sarkozy tente de ralentir, elle accélère légèrement. Deux forces opposées qui, au lieu de se repousser, s'attirent. Elle aime son énergie, il aime son silence. Ce détail-là, pourtant, Carla ne le perçoit pas immédiatement. La manière dont il vérifie du regard qu'elle reste près de lui. Ce n'est pas un geste autoritaire, pas encore. C'est un réflexe. Un petit mouvement de contrôle si subtil qu'il pourrait passer pour de l'attention. Mais parfois, les plus grandes histoires se révèlent dans les plus petits gestes. À un moment, la conversation autour d'eux s'efface presque entièrement.
Le temps semble ralentir. Ils sont comme isolés du reste du monde, suspendus dans une bulle que personne d'autre ne remarque. Carla ressent un mélange étrange, une forme de sécurité inattendue, et en même temps, une alerte fine, un frémissement discret que son esprit ne sait pas encore nommer. Sarkozy, lui, est frappé par cette femme qui ne cherche rien, qui ne s'adapte à personne, qui laisse le silence respirer. Une femme qui impose sa présence sans élever la voix. Cette différence, cette opposition, l'intrigue profondément. Il reste ainsi quelques minutes de plus que nécessaire. Assez pour laisser une trace, assez pour que, quand ils se séparent, chacun emporte avec lui quelque chose de l'autre. Carla quitte la salle avec une sensation singulière. Ce n'était pas un coup de foudre, c'était autre chose, un glissement, un déplacement intérieur qu'elle ne s'explique pas encore. Elle se dit simplement « quelque chose vient de changer ». Et elle a raison. Dans cette soirée ordinaire venait de naître une trajectoire extraordinaire. Une trajectoire qui allait la conduire bien plus loin qu'elle ne pouvait l'imaginer. Dans les couloirs du pouvoir, dans les ombres du protocole. Dans une histoire dont elle ne serait pas toujours l'auteur. Ce soir-là, ce n'était pas seulement une rencontre. C'était le début d'une emprise douce, presque invisible, qui allait peu à peu tisser sa toile autour d'elle. Pendant un temps, tout semblait parfait. Les apparitions publiques de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy s'enchaînaient comme les scènes d'un film bien réglé. Elle, l'incarnation de la douceur raffinée, lui, la force politique, l'énergie de celui qui avance, coûte que coûte. La France observait ce couple improbable et pourtant étrangement harmonieux avec fascination. Les photographes les surprenaient penchés en train de rire ensemble. Les magazines de titraient sur une histoire d'amour moderne, inattendue, magnifique. C'étaient les années lumineuses, les années où l'on croit encore que rien ne peut se fissurer. Carla entrait dans la vie politique avec une élégance naturelle, presque céleste. Elle parlait peu, mais chaque mot semblait peser, contrôlé, juste. Les Français aimaient cette femme, qui ne cherchait pas la polémique, qui ne surjouait pas son rôle de première dame. Elle apportait une forme de stabilité silencieuse à un président dont le rythme effréné fascinait autant qu'il inquiétait. Sarkozy, à ses côtés, paraissait apaisé, ou du moins un peu ralenti, comme si la présence de Carla offrait une respiration dans ce tourbillon permanent. Mais derrière la beauté des images, et peut-être l'avez-vous déjà vécu vous-même, il y a toujours ces minuscules signaux, ces frémissements à peine perceptibles, qui annoncent bien des changements plus profonds. Au début, ce n'est rien, un détail, une remarque, une demande. La première fois, c'est presque anodin. Tu pourrais te mettre plutôt de ce côté-là ? Il dit cela avec douceur. Elle s'exécute. Parce que cela paraît logique, parce qu'il connaît mieux les protocoles, parce qu'il veut simplement que tout soit parfait. La deuxième fois, la demande est identique, mais le ton est légèrement différent. Et la troisième fois, elle comprend qu'il ne s'agit plus d'une suggestion, c'est devenu une habitude. Puis viennent ces moments où Sarkozy lui demande de ne pas répondre à certaines questions de journalistes. Ce n'est pas nécessaire, dit-il. Carla acquiesce, parce qu'elle comprend les contraintes politiques, parce qu'elle veut le soutenir, parce qu'aimer, parfois, c'est accepter de se taire. Mais chaque silence qu'elle offre devient une petite pierre retirée de son propre édifice intérieur. Il y a aussi cette scène étrange, presque théâtrale, que plusieurs proches ont racontée plus tard. Un jour, juste avant une apparition publique, Sarkozy juge sa robe pas adaptée. Le ton n'est pas violent, mais sec, définitif. Carla ne discute pas. Elle retourne dans la chambre, change de tenue en silence. Un geste simple, banal pour d'autres, mais pour elle, un premier renoncement. Ces fissures sont invisibles pour le public. Les photos continuent donc de montrer un couple parfait, les dîners officiels restent élégants, impeccables, souriants, mais à l'intérieur, quelque chose commence à vibrer différemment. Carla, dont la vie avait toujours été rythmée par la liberté, la musique, la création, les silences choisis, doit désormais s'ajuster à une cadence qu'elle ne maîtrise plus. Elle ralentit pour ne pas gêner, elle modifie ses mots pour ne pas contrarier. Elle recule d'un demi-pas, puis d'un autre encore, et personne autour ne semble le voir. Ou peut-être qu'il le voit, mais qu'il trouve cela normal. Les premières années à l'Élysée sont faites de sourires, mais aussi de concessions, de sacrifices minuscules, mais répétés, de gestes doux qui deviennent des habitudes dures. Carla commence à se demander, sans vraiment se l'avouer, suis-je encore moi-même, ou seulement la version de moi que l'on attend ? Cette question, elle ne la formule pas à voix haute, pas encore.
Mais elle s'insinue dans son regard, dans son souffle, dans sa manière de marcher un peu plus doucement, comme si chaque pas devait être calculé pour ne déranger personne. Et vous le savez peut-être par expérience. Lorsque les premières de fissures apparaissent, on préfère souvent détourner les yeux, parce que tout semble encore beau, parce que le monde regarde, parce qu'on veut croire que ce n'est rien, car Carla voulait y croire, elle aussi. Mais les fissures, même invisibles, finissent toujours par s'élargir. Ce qui est troublant dans les histoires de glissement intérieur, c'est qu'elles ne commencent jamais par un fracas. Elles ne surgissent pas comme une tempête. Non, elles s'installent comme un voile, lentement, silencieusement, presque tendrement. C'est ainsi que Carla Bruni est entrée dans l'ombre, sans bruit, sans cri, sans rupture apparente. Une disparition progressive, une disparition tellement douce qu'elle-même ne l'a pas remarqué immédiatement. Le rythme de la vie politique est impitoyable. Tout doit aller vite, tout doit être maîtrisé, tout doit être contrôlé. Sarkozy y prospérait, porté par sa volonté farouche, son énergie presque électrique. Carla, elle, tentait de suivre, non pas par obligation, mais par amour. Elle voulait être présente, elle voulait être utile, elle voulait être la femme qui apaise, qui soutient, qui comprend. Mais plus les mois passaient, plus ses propres contours s'effaçaient. Elle parlait moins, elle riait moins, elle respirait moins librement. Dans les réunions officielles, elle restait en retrait, observatrice silencieuse. Les conversations rapides, les décisions tranchées, les tensions latentes, tout cela dressait un mur entre elle et son propre rythme intérieur. Elle n'avait plus d'espace, plus d'air, plus de voix. Le téléphone de Sarkozy ne cessait jamais de vibrer. Les dossiers s'accumulaient, les urgences politiques se multipliaient, et dans ce tumulte, la place de Carla devenait de plus en plus réduite. Non parce qu'on la rejetait, mais parce qu'elle-même s'effaçait. À force de ne pas déranger, on finit par disparaître. Les soirs, lorsqu'ils dînaient ensemble, elle tentait parfois de raconter une anecdote simple, un petit moment du quotidien, une pensée personnelle. Mais il arrivait qu'il l'interrompe d'un geste presque imperceptible. Une main levée, un regard pressé, un soupir distrait, des gestes minuscules, mais qui, répétés, deviennent des murs. Et puis il y eut cette scène, celle qui, plus tard, dans l'interview, prendra un sens presque symbolique. Carla se regarde dans le miroir avant une sortie officielle. Elle voit une femme élégante, impeccablement coiffée, parfaitement maquillée, une femme que le monde admire. Mais ce n'est plus elle, elle le sait, elle sent ce décalage froid entre l'image et l'âme, entre ce que l'on montre et ce que l'on ressent. Les nuits deviennent plus longues, elle dort mal. Elle rêve de rues silencieuses, de marches solitaires, de notes de guitare qu'elle n'a plus le temps de toucher. Ses rêves lui montrent une liberté qu'elle n'ose plus réclamer. Et lorsqu'une femme rêve trop souvent de liberté, c'est qu'elle ne l'a plus vraiment. Puis, un soir apparemment banal, la bascule arrive. Sarkozy entre dans la pièce, déjà irrité par une réunion difficile. Il parle vite, comme toujours. Carla l'écoute, immobile, épuisée par ces journées qui se ressemblent toutes. Il lui annonce qu'elle devra annuler un engagement personnel prévu depuis longtemps. « Ce n'est pas le bon moment, dit-il. Le ton est sec. Pas cruel, mais définitif. Un ton qui ne demande pas l'avis de l'autre. Et là, quelque chose se brise. Pas une explosion, pas un cri, une fissure nette, profonde, irréversible. Carla respire, une fois, 2 fois. Elle sent son corps se redresser. Elle sent une frontière intérieure bouger, cette frontière qu'elle avait repoussée pendant des années pour préserver la paix, pour préserver l'image, pour préserver l'équilibre. Elle lève les yeux et dit simplement « non ». Un mot minuscule, un mot murmuré, un mot qui tient à peine sur 3 lettres, mais un mot qui contient, à lui seul, 15 ans de renoncement, 15 ans de silence, 15 ans de concessions invisibles. Sarkozy reste stupéfait, figé. Il ne s'attendait pas à cette résistance venue d'elle. La femme douce, la femme calme, la femme qui disait toujours oui ou qui se taisait. Mais Carla ne l'écoute plus. Elle a déjà fait son choix. Elle quitte la pièce, lentement, sans claquer la porte, sans colère, sans théâtre, juste avec la certitude que quelque chose vient de prendre fin ou peut-être de commencer. Dans le couloir, elle respire. L'air paraît différent, plus froid, plus vrai, et elle comprend que le retour en arrière n'existe plus. La femme qu'elle avait été venait de renaître dans un simple non. La renaissance n'a pas commencé sur une scène, ni dans une grande déclaration publique. Elle a commencé dans un geste minuscule, une respiration plus profonde que les autres, un matin
où Carla Bruni s'est réveillée sans ce poids habituel dans la poitrine. C'était subtil, presque imperceptible. Mais pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait plus écrasée par l'urgence, par le regard des autres, par le cadencement du pouvoir. Elle s'est levée, a ouvert les fenêtres, et l'air froid a envahi la pièce. Un air simple, libre, silencieux, un air qui ne lui demandait plus rien. Dans les jours qui ont suivi, elle a recommencé à toucher sa guitare. Les notes étaient hésitantes, fragiles, presque rouillées, mais elles étaient à elle. Chaque vibration semblait réveiller une partie d'elle-même qu'elle croyait perdue. La musique revenait comme un vieil ami qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer, mais qu'elle avait dû mettre de côté pour survivre. Puis il y eut cette interview. L'interview que personne n'attendait vraiment. Une salle calme, une lumière douce, une journaliste qui pose une question simple. Pourquoi maintenant ? Et Carla, sans détour, sans trembler, répond « Parce que je me suis tue pendant 15 ans et que je ne peux plus ». Elle n'accuse personne, elle ne juge pas. Elle raconte. Elle raconte comment une femme peut se perdre dans un rôle, dans une image, dans une relation où le silence devient une stratégie de survie. Elle raconte la pression, la peur de décevoir, l'envie d'être parfaite, l'habitude de se mettre en retrait. Elle raconte aussi la fatigue, cette fatigue lourde qui finit par ronger les rêves les plus solides. La France écoute, stupéfaite. Les femmes, surtout celles de sa génération, écoutent avec une émotion particulière. Car dans ces mots, elles reconnaissent une vérité intime, celle de s'être un jour oubliées pour quelqu'un d'autre, celle d'avoir mis de côté leurs envies, leurs projets, leurs voix, par amour, par loyauté, par habitude. Carla ne parle pas comme une célébrité, elle parle comme une femme parmi les femmes. Les réseaux sociaux s'enflamment. Certains applaudissent par son courage, d'autres questionnent ses motivations. Mais une chose est certaine, pour la première fois, on ne regarde plus Carla Bruni comme une icône distante. On la regarde comme un être humain, un être qui a souffert, qui s'est tu, qui s'est effacé, puis qui a choisi de revenir à la lumière. Non pas celle du pouvoir, mais celle de sa vérité. Et cette vérité prend forme dans des gestes simples. Marcher plus longtemps, rire plus fort, parler sans se demander si quelqu'un va lever la main pour l'interrompre. Elle reprend le contrôle de sa vie, non pas par des actes spectaculaires, mais par des décisions silencieuses, essentielles. Ne plus s'excuser d'exister, ne plus s'excuser de vouloir, ne plus s'excuser de dire non. Carla Bruni comprend alors quelque chose de fondamental. La liberté ne se conquiert pas dans un éclat. Elle se reconquiert dans des pas minuscules, répétés, affirmés. Et peut-être que, pour elle, le plus grand de ces pas a été celui de la parole retrouvée. Elle termine l'interview par une phrase qui frappera durablement l'opinion. « Je n'ai pas parlé pour créer un scandale. J'ai parlé pour respirer. » Une phrase simple, une phrase douce, une phrase qui résume toute une vie. Et maintenant, la question qui reste. Une question que chacun devrait se poser, surtout à l'âge où l'on connaît déjà les compromis, les renoncements, les silences trop lourds. Et si oui, quand déciderez-vous vous aussi de la reprendre ? Si l'histoire de Carla Bruni vous a touché, si elle résonne quelque part en vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager ou à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Votre expérience, vos mots, vos réflexions, ils comptent. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune de ces histoires vraies, humaines, parfois douloureuses, mais toujours essentielles. Parce que reprendre sa voix commence souvent par écouter celle des autres.